Voilà. Alors, bienvenue à tous et toutes. Euh, Heureux que le ciel ne nous soit pas tombé sur la tête. Donc, nous allons avoir une conférence qui va nous être donnée par la professeure Antoinette Ludwig. Donc, docteur Ludwig a une formation de vétérinaire. Plus précisément, elle a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire en 2002 à l'École nationale vétérinaire de Lyon, donc en France. Et elle a poursuivi ensuite par un master, donc l'équivalent d'une maîtrise ici, du côté de l'épidémiologie et de la biostatistique, à nouveau en France, à l'université Joseph Fourier. Et par la suite, elle est devenue doctorante ici au Canada et elle a obtenu un PhD. Donc, toujours en épidémiologie et biostatistique à l'Université de Montréal. Et elle est devenue je crois, en 2006, vous me corrigerez si je me trompe, docteur Ludwig, vous avez commencé à travailler pour l'Agence de santé publique donc du Canada avec une spécialisation sur les insectes en tant que vecteur de maladies infectieuses et en particulier de maladies virales. Alors, nous sommes très heureux là, de vous avoir comme conférencière. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et je vais vous laisser ouvrir votre fichier. Peut-être passer en mode Ouais, projection. c'est ce que je tente de faire. Ah, voilà, ça marche. Oui, et puis ce que je conseille toujours, si vous savez comment faire, c'est de la petite souris, là, de la passer en mode laser. Je ne sais pas si vous savez comment faire ça avec un cliquet droit, mais si vous ne savez pas, c'est pas grave. Ça ira très bien comme ça. Là, Oui, c'est comme parfait ça? ça. Ah, super. Oui, alors à nouveau, merci encore d'avoir accepté notre invitation et puis on vous écoute. Bien, merci beaucoup, docteur Berthoud, pour l'invitation et la possibilité de parler un peu de mon travail. Euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour ce qui est de voir des mains levées. Je ne sais même pas s'il y a un système de mains levées sur Zoom. J'imagine que oui, ou des Oui, questions. Il y en a un? il y a un système de main levée. Là, je pense que les étudiants là, sont assez au fait. Là, ils ont tous eu des cours de Zoom. D'ailleurs, quelqu'un vient de nous faire une démonstration. Euh, Ouais, je et l'ai vu euh, passer, puis ça c'est... oui, En tout cas, et vous avez ouais. raison de me le rappeler. Effectivement, quand ce sera la période de questions, je gérerai les questions. Là, je vous les indiquerai. Et aussi, les étudiants, vous pouvez aussi, si vous voulez pas prendre la parole oralement, vous pouvez aussi écrire vos questions là dans le chat. Et dans ce cas-ci, c'est moi qui les lirai. C'est comme vous préférez. Mais on vous demande évidemment de laisser votre micro fermé pendant la conférence. Donc, on vous laisse la parole pour de vrai, docteur Ludwig. D'accord, ça marche. Merci, mais j'allais dire qu'en fait, si vous voulez poser vos questions en cours de présentation, moi, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, si vous avez d'autres philosophies, j'ai pas de problème non plus, donc on s'adaptera. Donc, c'est ça, je suis vétérinaire épidémiologiste de formation et je travaille depuis maintenant bientôt une quinzaine d'années sur les maladies transmises par les moustiques, plus dans un contexte canadien, même si j'ai des expertises un petit peu dans les contextes tropicaux aussi. Mais je vais vraiment plus vous parler de ce qui se passe au Canada par rapport à ces maladies-là. Euh, mon plan, ça va être le suivant. Euh, ouais, je vais pas oublier rien sur l'introduction. Mon plan, ça va être le suivant. Donc, je vais d'abord évidemment, vous faire un petit portrait de ces maladies-là, de quoi on parle, et puis parler un petit peu de leur prévalence. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, c'est leur cycle de transmission. Ensuite, je vais vous parler des facteurs qui influencent ce cycle de transmission-là. Et puis, je vais terminer par quelques exemples d'études cool, entre guillemets, euh, en fait, pour vous donner des exemples de comment est-ce qu'en tant qu'épidémiologiste, on étudie ces maladies-là. Donc, je vais commencer par une petite définition de l'épidémiologie.
Donc, il y a plusieurs racines grecques dans ce mot-là. D'abord, épi, qui signifie par-dessus, en périphérie, ou même en parallèle. Il y a démos, qui signifie les personnes, et puis logos, l'étude. Donc, si on met tous ces termes-là ensemble, l'épidémiologie, c'est la science qui étudie, au sein d'une population, la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans le temps et dans l'espace, le rôle des facteurs qui les déterminent, ainsi que l'application de cette étude au contrôle des problèmes de santé. Donc, ce que je trouvais intéressant dans cette définition, c'est, en tout cas, je vais vous parler de ce qui, moi, m'a attiré dans l'épidémiologie, pourquoi j'ai décidé d'en faire ma spécialité, c'est d'avoir cette perspective plus globale et puis de voir la circulation des maladies comme un système euh, au niveau populationnel. Et puis, ce que je peux peut-être rajouter, c'est que j'ai l'impression que, en tant que virologiste, vous avez peut-être les mêmes parallèles, c'est-à-dire de voir finalement la transmission des virus au sein d'un organisme vivant. On pourrait faire exactement le même parallèle, c'est-à-dire que l'organisme vivant, c'est comme une espèce de métapopulation de cellules, et puis le virus circule entre ces cellules-là. Donc peut-être que finalement, il y a des concepts, des concepts que je vais évoquer dans ma présentation qui vont vous rappeler certaines choses dans vos travaux. Et puis, le dernier schéma que je voulais prendre un petit peu le temps d'expliciter, qui se trouve à droite, là, dans cette diapo, c'est le fait qu'en épidémiologie, c'est très rare qu'on a un système de transmission qui est simple, c'est-à-dire un agent pathogène qui circule directement entre des hôtes qui appartiennent à la même espèce. Souvent, il y a beaucoup d'hôtes différents. Par exemple, pour les maladies vectorielles, on a des vecteurs, on a des hôtes principaux qui sont des mammifères ou des oiseaux, et puis on a le pathogène qui circule entre tout ça. Et puis, il arrive même souvent que les populations humaines ne soient pas l'hôte principal, donc c'est des hôtes accidentels, donc ils obéissent encore à une autre série de règles, donc ils doivent être mis à part dans un système d'études. Et tout ça, ça varie dans le temps et dans l'espace. Donc, cette, euh, ce schéma-là est plus là pour exemplifier un petit peu le niveau de complexité des études épidémiologiques en lien avec les maladies vectorielles telles que je vais l'aborder aujourd'hui. Mais on va commencer par plus simple, c'est-à-dire parler un petit peu des maladies transmises par les moustiques qui circulent au Canada. Donc d'abord, il faut savoir que la plus grande, enfin actuellement, les maladies qui sont transmises par les moustiques au Canada, ce sont des maladies virales. Il y a eu par le passé quelques épisodes de malaria, mais c'est pas, ce n'est plus vraiment d'actualité, même si on pense qu'il va y avoir des résurgences dans les prochaines années en lien avec les changements climatiques, le réchauffement climatique notamment. Mais bon, actuellement, les maladies qui circulent, ce sont vraiment des maladies virales. Et les virus qui sont endémiques, donc c'est-à-dire qui circulent vraiment de façon pérenne sur le territoire canadien, c'est des zoonoses. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là, mais les zoonoses, c'est des maladies qui sont transmissibles aux animaux à l'homme et réciproquement. Donc, dans notre contexte de maladie vectorielle, où le vecteur, c'est un moustique, les zoonoses, ça veut dire que le réservoir de la maladie, c'est une espèce animale, en considérant que l'homme n'est pas un animal. Donc, c'est ce que ça veut dire, grosso modo. Donc, si on revient au cycle de transmission de ces maladies au Canada, et si on le simplifie, il faut toujours qu'il y ait une espèce de moustique, un autre réservoir qui peut être un oiseau ou un mammifère sauvage, comme je l'ai mentionné. Et puis l'homme est là, peut être infecté par le virus, mais il est infecté de façon accidentelle. Et puis il joue pas vraiment de rôle dans le cycle de transmission et d'amplification virale. Donc, sur la figure de droite, je vous ai mis un exemple des virus du sérogroupe californien qui circulent au Canada et dans le monde. Donc, vous voyez que en Amérique du Nord, là, on voit plus l'Amérique du Nord, on voit un paquet de couleurs plus dans les bleus et dans les rouges, puis dans le continent eurasiatique, plus dans les orangés. Donc, grosso modo, il y a comme deux
probablement pas des familles, mais je ne sais pas quelle est la bonne façon de les délimiter. Deux groupes de virus du sérogroupe californien qui circulent sur ces deux continents-là, qui sont assez distincts. Et ce qu'on retrouve au Canada, c'est les virus snowshoe hare. Donc, ce virus, il est représenté ici. C'est ce siècle viral-là. Et puis, donc, les réservoirs pour ce virus-là, ce sont des petits mammifères, dont le lièvre. Et puis, il y a le virus La Crosse, euh, qui est ici. Lui, il n'a pas encore passé la frontière canadienne, mais ça ne saurait tarder. Le réservoir, ce sont aussi des petits mammifères. Et puis, il y a le virus Jameson Canyon. Lui, il est très prévalent au Canada. Il est ici. Et cette fois-ci, le réservoir, c'est plus des grands mammifères, donc type chevreuil. Et puis, pour l'anecdote, il y a aussi oui, pour l'anecdote, il y a aussi On rapporte souvent des fois des cas de dengue, par exemple, au Canada. Bon, ça, c'est des cas importés, c'est-à-dire c'est des gens qui sont infectés à l'extérieur du pays et qui développent la maladie une fois qu'ils sont de retour au Canada. Puis il y en a particulièrement beaucoup en ce moment parce que la dengue est très, très active dans la région tropicale, comme vous le savez probablement. Donc, si on passe à la diapo suivante, là, ça vous donne une petite idée de la prévalence de ces virus au Canada. Mais ces chiffres-là, c'est uniquement les cas qui sont répertoriés par le système de surveillance. Donc, c'est sûr que le principe de base, c'est si on ne regarde pas, on ne sait pas que ça existe. Et il faut savoir qu'au Canada, le système de surveillance des maladies transmises par les moustiques le plus complet, le plus sérieux, entre guillemets, on va dire, c'est celui pour le virus du Nil occidental. Donc, c'est le virus qui est représenté sur le graphique en haut à gauche, ici. Et ce système-là, il est vraiment bien fait parce qu'il prend en considération le fait que la maladie, elle peut circuler, euh, certes chez les humains, anecdotiquement, comme j'en ai déjà parlé, mais aussi chez les animaux sauvages. En fait, le réservoir de ce virus-là, ce sont des oiseaux, essentiellement de la famille des Passeridae. Les animaux domestiques aussi peuvent être infectés, les chevaux, les vaches, les chiens, etc. Et puis les moustiques. Mais là, je vous ai pas mis les données pour les moustiques. Donc, en fait, de suivre en parallèle ces différentes populations-là nous permet quand même d'avoir une vision assez complète de ce qui se passe en termes de transmission. Et donc, on se rend compte que là, je vous ai mis les chiffres que depuis 2015, mais le virus est apparu en Amérique du Nord en 2002. Et, euh, et les premières années, il a fait des ravages, surtout dans les populations d'animaux sauvages, parce qu'elles étaient naïves. Mais depuis, ça s'est bien stabilisé. Et puis, on a quelques centaines de cas par an, en fait, au Canada. Pour ce qui est des autres virus qui circulent. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une idée précise de ce qui se passe parce que justement, le système de surveillance est partiel. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a le virus de l'encéphalite équine de l'Est qui circule. Donc, ça, on parle de ces courbes-là, mais à très, très faible prévalence. Comme vous le voyez, les années les pires, on a 12 cas au Canada. Et c'est des cas équins pour la plupart. On a eu un cas en 2016 humain en Ontario. Et puis, les autres grandes catégories de virus qui sont pour la peine beaucoup plus prévalents que les deux virus dont je viens de vous parler, c'est les virus du sérogroupe californien. On les regroupe souvent ensemble parce que les tests s'arrêtent souvent à ce niveau-là de détail. On ne vient pas chercher quelle est la sous-espèce du virus ou l'espèce de virus considérée. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est des virus qui, même s'il n'y a pas beaucoup de cas rapportés, sont très prévalents et circulent beaucoup, notamment jusque assez loin au nord du Canada. Et donc là, je vous ai rapporté euh, pour pour soutenir mon point, des résultats qui ont été publiés en 2023 sur une étude sérologique qui a été faite dans le nord du Canada et qui montrait 63% des caribous qui étaient positifs pour ces virus, 4% pour le renard arctique, 12% pour les renards roux, 28% pour l'ours polaire. Donc ça fait quand même vraiment des chiffres assez élevés.
Et puis, une étude faite au Nouveau-Brunswick avant 2021, 2018 ou 2019, avec une prévalence chez les populations humaines de plus de 30%. Donc, ça veut vraiment dire que c'est des virus qui circulent beaucoup et auxquels on est, en tant qu'être humain, très exposé. Par rapport aux chiffres, pour le virus West Nile et le virus de l'encéphalite équine de l'Est, qui restent tous en dessous de 10%, quoi. Donc, quels sont les symptômes de ces virus-là dans les populations quand ils circulent? Donc, je vais commencer par le virus West Nile qui est le mieux connu et qui est le plus étudié. Donc, pour les populations humaines, la plupart du temps, il n'y a pas de symptômes. Dans 80% des cas, donc, l'infection passe inaperçue. Et donc, par contre, dans 20% des cas, on peut avoir des symptômes légers de type symptômes grippaux. Et ça peut, par contre, il peut y avoir parfois développement de formes sévères de type encéphalite, méningite, donc atteinte du système nerveux central, et puis même la mort dans un cas sur 10 pour les cas neurologiques. Et puis, il y a des facteurs prédisposants chez l'individu, prédisposant aux formes sévères, l'âge et puis les conditions de maladies chroniques, de type diabète, hypertension, etc. Il n'existe pas de vaccin chez les populations humaines. Le vaccin, lui, par contre, il existe chez les chevaux, qui, grosso modo, développent le même type de symptômes que les humains, avec les mêmes proportions, de cas symptomatiques, asymptomatiques. Et puis chez les oiseaux sauvages, alors je vais vous parler de ce qui se passe maintenant, parce que c'est sûr que quand le virus est arrivé en 2002, les symptômes étaient très très sévères chez les oiseaux, mais depuis ça s'est beaucoup stabilisé. Et là je vous ai mis la photo d'une corneille qui a été infectée par le virus et qui a survécu. Donc c'est une étude qui a été faite assez récemment, hein, euh, il y a 2 ans, je crois. Donc, ça veut dire qu'elle fait partie vraiment de ces populations qui génétiquement se sont adaptées au virus et qui sont moins atteintes. Euh, et donc, ça permet évidemment au virus de circuler plus efficacement dans la population. Si on parle de l'encéphalite équine de l'Est, alors même si c'est une maladie très très rare, on s'y intéresse quand même pas mal en santé publique parce elle est beaucoup plus sévère que le virus West Nile. Et puis on a un tiers de mortalité dans les cas des atteintes neurologiques, ce qui est vraiment pas rien. Grosso modo, on a les mêmes facteurs de risque, absence de vaccin chez l'humain, mais un vaccin chez le cheval. Euh, et puis là, je vous ai mis des symptômes, des photos de symptômes neurologiques chez un cheval. C'est pas toujours évident de deviner que le cheval qu'on a en face de nous, il est en train de faire une affection neurologique versus une affection gastro-intestinale, une colique ou quelque chose quelque chose comme ça. Donc, c'est souvent des symptômes assez subtils. Et donc, je trouvais ces images intéressantes. Donc, c'est vraiment le type de symptômes qu'on peut observer dans le cas d'une encéphalite équine de l'Est, mais évidemment dans les premiers stades, parce que dans les stades plus avancés, ben, c'est très rapidement mortel chez les chevaux, plus que chez l'homme. Et puis, pour les populations réservoirs, qui sont les oiseaux sauvages, une fois de plus, on n'a pas ou peu de signes cliniques. C'est assez frustre, la maladie. J'ai nommé pigeons faisans parce que c'est les oiseaux pour lesquels, chez lesquels la maladie le virus crée le plus de symptômes, pardon. Et puis, on finit par les virus du sérogroupe californien, qui sont les plus prévalents, mais qui sont les moins étudiés et pour lesquels on sait très peu de choses finalement. Et on sait que grosso modo, c'est des symptômes grippaux, une atteinte neurologique quand possible, quand les symptômes sont plus intenses, les mêmes types de populations, de facteurs de risque que pour les 2 autres virus, aucun vaccin. Et puis voilà, c'est ce que je dirais sur ces maladies-là, tellement on en sait peu finalement. Et donc là, je voulais vous présenter un peu le genre
de choses qui se fait au niveau gouvernemental, au niveau de la santé publique pour suivre la situation de ces virus-là au Canada. Et donc, ce sont ce qu'on appelle des cartes de risque, qui sont en fait des cartes de prévalence des cas qui se déroulent au cours de l'été. Donc, chaque semaine, la carte est mise à jour en fonction des cas qui sont rapportés à travers le pays. Et puis, évidemment, plus c'est rouge foncé, plus il y a de cas. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, les foyers où il y a plus de circulation virale ces dernières années, c'était vraiment dans la région du centre du Canada, donc Ontario-Québec, dans le sud de ces provinces-là, et puis au niveau des prairies, donc Alberta, Saskatchewan, essentiellement, un petit peu au Manitoba. Donc, il y a très peu de cas dans les maritimes, en Colombie-Britannique. Et puis, évidemment, au nord du Canada, pour l'instant, ils sont tranquilles, mais évidemment, la situation, elle va probablement évoluer. Et puis, ce qui est intéressant à savoir aussi sur ce virus-là, c'est qu'il y a une surveillance qui est faite au niveau national sur les dons de sang. Chaque don de sang est, et j'allais dire screener, mais je ne sais pas quel est le terme français. On cherche à détecter la présence du virus dans les dons de sang pour éviter évidemment de contaminer un receveur euh, avec du sang contaminé, quoi. Voilà pour le genre de produit de santé publique qui est produit au niveau de l'Agence de la santé publique du Canada pour, euh, pour suivre et aider les provinces à s'ajuster éventuellement en termes de mesures de contrôle à mettre en place, mesures de prévention, messages à la population, etc. Pour ce qui est des deux autres virus dont je vous ai parlé, c'est pas des virus à déclaration obligatoire, en tout cas en termes de santé humaine, et on n'est pas en mesure de construire des produits cartographiques comme on le fait pour le virus du Nil occidental. Et donc, ce que je veux vous montrer là, c'est des cartes qui sont produites aux États-Unis, hein. Vous avez probablement reconnu la silhouette des États-Unis. Et, euh, et donc, pourquoi je voulais vous montrer ces cartes, c'est pour vous montrer que ces virus-là circulent en fait très proche de la frontière canadienne. On a des zones avec des cas chaque année. C'est pour essentiellement pour la plupart des cas équins, évidemment, un peu de cas oiseaux. Euh, les cas humains, là, ils sont en bleu foncé et puis ils se trouvent plus au sud des États-Unis. Mais il y a vraiment le cycle de transmission fonctionne très très bien à 100 mètres de nos frontières. Et c'est la même histoire pour le virus Jamestown Canyon, qui est un des deux virus du sérogroupe californien dont je vous ai parlé au début. Et puis ben là, pour la peine, il y a des cas animaux, mais il y a des cas humains aussi. Donc, vous voyez, tout ça est une fois de plus très proche de nos frontières. Donc, passons à une partie peut-être un petit peu plus intéressante pour vous, je ne sais pas, en tout cas pour moi, oui. C'est l'histoire de la transmission des virus dans le moustique. Donc, je vous ai parlé du cycle de transmission et qu'il nécessitait plusieurs acteurs, au minimum deux, c'est-à-dire une espèce de moustique compétente et une espèce d'hôte compétente. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe chez le moustique. Donc, le moustique, on va imaginer qu'il est vierge au départ, enfin vierge ou en tout cas non infecté, et il pique un hôte infecté. Donc, il va prendre un repas sanguin. Donc, le repas sanguin, c'est uniquement pris par les femelles qui ont besoin d'énergie pour leurs œufs là, avant la ponte. Et donc, le repas sanguin va contenir des particules virales. Ces particules virales, elles vont se retrouver dans l'estomac du moustique et à ce stade-là, il faut qu'elles traversent ensuite les parois de l'estomac et puis elles se promènent un petit peu dans le corps du moustique à travers les molymphes et elles rejoignent euh, les glandes salivaires. Dans les glandes salivaires, une fois que le virus est rendu dans les glandes salivaires, le moustique est capable de réinfecter un autre hôte lors d'une piqûre. Il faut savoir que pendant tout ce processus-là, le virus, il est censé s'amplifier, se multiplier. Et puis, par contre, il a
premièrement plusieurs barrières physiques à traverser avant d'être capable de se rendre jusqu'aux glandes salivaires. Donc, on parle de la paroi de l'estomac, on parle de l'espèce de tissu conjonctif qui est dans le corps du moustique, puis on parle de la paroi des glandes salivaires aussi. Et puis, en plus de tout ça, le moustique lui-même, il a un système immunitaire qui va lutter contre cette infection-là. Il n'est pas complètement passif, le moustique. Et donc, tout ça fait qu'un moustique qui pique un hôte infecté ne va pas forcément devenir infectant plus tard. Le moustique est tout à fait capable de, si ce n'est pas d'éliminer le virus de son corps, mais au moins de le rendre, de le maintenir à un niveau assez bas pour que finalement il soit jamais capable de se rendre jusqu'aux glandes salivaires. Donc, je vous parle de tout ça, c'était pour introduire la notion de compétence vectorielle chez le moustique. Donc, on a souvent un gradient de compétence vectorielle. Et puis, dans l'étude de la transmission des maladies par les moustiques, c'est très important de connaître ce gradient-là pour les espèces qu'on étudie, parce qu'effectivement, quand on collecte un moustique dans le terrain, sur le terrain, et puis qu'on regarde par PCR ou autre s'il contient du virus, et si on en trouve, ça ne veut pas forcément dire que le moustique, l'espèce de moustique qu'il représente, est un vecteur de la maladie. Il se peut très bien que le virus ait été présent dans le corps, euh, pas par accident, mais disons que le moustique n'était pas capable de réinfecter un autre hôte avec ce virus-là, et donc le moustique n'était pas un vecteur réel de transmission du virus. Et donc, c'est très important de faire ce qu'on appelle des études de compétences vectorielles en laboratoire pour vraiment étudier cette capacité qu'a le moustique et le virus, hein, c'est une histoire de symbiose presque. Donc, la capacité que le virus a de se multiplier à l'intérieur du corps du moustique et de rejoindre les glandes salivaires et puis de réinfecter un autre hôte lors d'un autre repas sanguin pour compléter le cycle, en tout cas la partie du cycle qui appartient au vecteur en totalité. Puis il faut savoir que euh, cette compétence-là, elle varie avec plein de facteurs. Je vais en parler un peu plus en détail plus loin. Donc, c'est pas juste l'espèce du moustique qui joue un rôle, il y a beaucoup d'autres facteurs. Donc, maintenant, je vais vous dire quelques mots sur la partie du cycle qui concerne l'hôte. Grosso modo, il faut s'imaginer que c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe dans le moustique, avec des barrières cutanées, barrières des vaisseaux, barrières euh, ménagées autour du système nerveux que le virus a traversé, tout en étant capable de se multiplier, parce qu'évidemment, s'il veut être comment dire, s'il veut être capable d'être repris dans un autre repas sanguin pris par un vecteur naïf qui repiquerait l'autre qui s'est infecté, il faut qu'il soit en plus grand nombre. Donc, il faut qu'il ait eu la capacité de se multiplier. Et donc, les mêmes principes en fait que je vous ai expliqués pour le vecteur s'appliquent à l'hôte, probablement en un peu plus complexe, mais disons que c'est exactement les mêmes principes. Et on parle là de compétences d'hôte. Et donc, pareil, là, la même histoire, le même élément euh, de- auquel je voulais vous rendre sensible au sujet des moustiques est valable pour l'hôte, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un hôte est malade et développe l'infection qu'il va forcément être capable de réinfecter un moustique qui aurait pris un repas sanguin sur lui. Et puis c'est le cas, par exemple, de l'homme ou du cheval qui sont dits des hôtes accidentels ou cul-de-sac épidémiologique. C'est un autre terme qu'on utilise. Et ça veut dire que ce sont des hôtes qui sont infectés, qui développent la maladie, mais qui ne sont pas capables de réinfecter un moustique naïf. Contrairement à un hôte efficace ou amplificateur ou réservoir, là, c'est les autres termes que j'ai mis ici. Donc, un hôte amplificateur, c'est un hôte qui a particulièrement la capacité d'amplifier le virus. En tout cas, on devrait formuler, je trouve, la phrase un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que le virus est capable largement de se multiplier à l'intérieur de cet hôte. Et puis, l'hôte réservoir, lui, c'est l'hôte ultime, c'est l'hôte chez lequel le virus a une certaine capacité de s'amplifier, mais sans causer trop de symptômes, ce qui fait que
l'hôte est pas trop affecté par par l'infection et donc survit. Et donc, c'est l'idéal pour garantir la pérennité d'un cycle de transmission. Donc, en dehors de ces deux parties du cycle, ce qui est aussi important d'étudier d'un point de vue épidémiologique, c'est le contact entre l'hôte et, et le vecteur. Et puis, comme je vous le disais, ce contact, il se fait uniquement par les femelles moustiques parce que c'est elles seules qui ont besoin d'un repas sanguin. Et puis, il est influencé par beaucoup de paramètres. Et je vous en ai fait une liste non exhaustive à droite. Et ça, c'est l'image choc de ma présentation. Il n'y en aura plus d'autres. C'est genre une étude qu'on peut faire en laboratoire pour étudier le taux de contact entre vecteurs et hommes, pour étudier les préférences alimentaires des moustiques. Moi, j'aime pas trop garder cette image longtemps, donc je vais aller un peu vite sur les paramètres clés. Donc, il faut savoir que les moustiques, ils ont des préférences alimentaires. Certains se nourrissent juste chez les mammifères, d'autres juste chez les oiseaux, d'autres ils sont indifférents. Tant qu'il y a du sang, ça va. Le taux de piqûre, par taux de piqûre, je pense que je voulais surtout dire le nombre de prises de repas. Ça varie aussi d'un moustique à l'autre. Certains moustiques ont besoin de prendre un repas complet chez un autre. D'autres, ils sont très à l'aise pour faire un tiers de repas ici, un autre tiers de repas là, etc. Certains moustiques piquent vraiment juste à l'extérieur des bâtiments, d'autres à l'intérieur des bâtiments, et d'autres, ils n'ont pas de préférence. Ensuite, il y a aussi la période d'activité du moustique qui varie. Donc, il y a quand même beaucoup de moustiques qui sont plus actifs à l'aube et puis au crépuscule, mais il y a des moustiques qui sont actifs en milieu de journée aussi. Donc tout ça, c'est vraiment des variables à considérer quand on étudie le taux de contact entre le vecteur et l'hôte. Et puis, ça, c'est mon dada, c'est les variables environnementales au sens large qui influencent la transmission. Et là, je vous parle juste de ce qui peut avoir un impact sur le vecteur, donc sur les populations de moustiques, avec les deux grandes catégories de variables que j'étudie personnellement beaucoup parce que c'est des variables qui sont impactées très directement par les changements climatiques. Et puis, comme un de mes thèmes de recherche, c'est vraiment de voir l'impact des changements climatiques sur la transmission de ces maladies, je les connais un petit peu plus en profondeur. Donc, d'abord, l'environnement. Pourquoi est-ce que l'environnement va impacter le cycle de transmission? C'est parce que euh, chaque espèce de moustique aura des préférences différentes en termes d'habitat pour pondre ses œufs. Et par exemple, il y a des espèces qui sont très bien adaptées aux milieux urbanisés, aux zones résidentielles, euh, les cours arrière des maisons dans les banlieues. C'est vraiment leur habitat préféré. Et on parle là, par exemple, de Culex pipiens restuans, là, cette espèce-là en haut à gauche, qui est le vecteur préférentiel pour le virus West Nile. Il y a une autre espèce de moustique qui transmet très bien West Nile, c'est Aedes vexans, et lui, il est plus inféodé au milieu agricole, dans les zones inondables. Il est un peu plus rural que Culex pipiens restuans, mais il se complète bien. Et puis, je ne vais pas vous en faire une liste exhaustive, hein, parce que comme je disais, chaque espèce a ses préférences en termes d'habitat. Mais par exemple, pour citer ces deux dernières espèces, Ochlorotatus excrucians et Ochlorotatus stimulans, ce sont des espèces qui sont très bien adaptées au milieu forestier et en particulier, elles aiment beaucoup pondre leurs œufs dans les zones marécageuses temporaires au printemps lors de la fonte des neiges. Et c'est des moustiques printaniers. Je ne me souviens plus du terme en anglais. En tout cas, traduisons-le simplement par moustique printanier. Donc, c'est vraiment les premières espèces de moustiques qui apparaissent au printemps et par lesquelles vous vous faites piquer quand vous allez promener une marche parce que vous êtes enfin content qu'il y a du soleil. Et bien, c'est eux et c'est des assez bons vecteurs pour les virus du sérogroupe californien. Donc, en dehors de ces habitats qui jouent un rôle essentiel parce que c'est les lieux de ponte pour les moustiques, il y a aussi les facteurs climatiques plus au sens strict qui jouent un rôle sur plein d'autres
éléments du cycle de transmission. Puis je vais juste vous donner quelques exemples parce qu'on pourrait y passer plusieurs heures. Donc par exemple, la chaleur. Bon, là, une température qui augmente, ça va avoir quel impact sur le cycle de transmission? Ça va accélérer la multiplication du virus à l'intérieur du moustique. Ça va jusqu'à un certain seuil, évidemment, hein, c'est pas une relation linéaire croissante, mais ça va diminuer le taux de mortalité des vecteurs. Ça va diminuer la durée du cycle de développement du moustique, hein. Le moustique, je vous ai pas mis de cycle de développement, mais grosso modo, il passe par différents stades, œuf, larve, nymphe, de nymphe, puis ensuite adulte. Donc, la durée de ces cycles-là, elle va décroître. Donc, la, la durée entre l'œuf et l'adulte va diminuer. Donc, potentiellement, il peut y avoir rapidement plusieurs générations par été euh, à cause de la chaleur si l'espèce est multigénérationnelle. Toutes les espèces de moustiques ne le sont pas, mais ça peut l'être. Et puis, ça va aussi, quand je dis que ça diminue la multiplication, pardon, la chaleur favorise la multiplication virale du moustique. Ça veut dire, en d'autres termes, que ça diminue la période d'incubation extrinsèque. Et la période d'incubation extrinsèque, c'est la durée entre le moment où le moustique il s'infecte et il est capable de réinfecter un hôte. Donc, plus la multiplication virale est accélérée à l'intérieur de son corps, plus cette période va être courte. Voilà un peu pour les effets de la chaleur. Et puis pour la pluie, eh bien, il y a des effets un peu paradoxaux, donc c'est un petit peu plus difficile à prévoir en général. Grosso modo, il faut de l'eau pour qu'il y ait des gîtes de ponte, mais trop d'eau ou des précipitations violentes peuvent aussi balayer les gîtes, détruire les pontes et puis faire qu'il y ait un fort taux de mortalité chez les moustiques. Donc comme je vous disais, une variable un petit peu plus difficile à prévoir. Par contre, il y a une hypothèse qui semble être assez juste autour de la sécheresse, c'est-à-dire que, évidemment, moins de gîtes de ponte, c'est moins de moustiques, mais c'est aussi des moustiques qui vont toutes pondre au même endroit. Et puis, c'est aussi l'endroit potentiellement où les animaux vont venir s'abreuver parce qu'il y aura moins de sources d'eau disponibles dans la nature. Et donc, au même endroit, il va y avoir plus facilement une concentration de vecteurs et d'hôtes, et donc une amplification virale qui va se faire euh, à cet endroit-là. Donc c'est un effet un peu contre-intuitif de la sécheresse, c'est-à-dire qu'au lieu de créer euh, une chute de la transmission, elle va au contraire l'accélérer, en tout cas à un niveau très local. Et puis le vent, le grand oublié des variables climatiques, pourtant joue un rôle assez important dans la propagation des moustiques qui se laissent porter par le vent. Euh, et puis, donc, il vient favoriser la dispersion des virus dans l'espace, en fait, coloniser d'autres zones vierges. Et puis, par contre, du vent, techniquement, si on s'amuse à capturer des moustiques un jour venteux, ben c'est sûr qu'on n'en capturera pas beaucoup. Donc, il y a aussi un très très fort effet négatif sur le taux de contact entre le vecteur et l'hôte. Et puis, je vais vous rajouter encore une couche d'informations sur les facteurs influençant la transmission. C'est qu'il ne faut pas non plus voir les moustiques et les hôtes seuls dans un écosystème. Ils sont évidemment en interaction avec d'autres insectes, d'autres mammifères, d'autres oiseaux, et puis tout cela, tous ces individus-là interagissent gaiement. Et juste pour vous donner un exemple, même le virus, il doit cohabiter avec des bactéries ou même d'autres virus à l'intérieur du moustique, hein. Il arrive fréquemment que les moustiques soient déjà infectés par d'autres virus ou naturellement par des souches bactériennes, et ça vient affecter la capacité de réplication du virus au sein du corps du moustique. D'ailleurs, c'est tellement bien étudié ça que c'est même devenu une méthode de contrôle utilisée d'infecter les moustiques avec des souches de bactéries, de Wolbachia, pour diminuer la transmission de la dengue. Donc c'est encore un autre niveau de complexité, j'ai envie de dire, dans l'étude de la transmission.
Et puis là, c'était juste pour vous nommer. Ça, c'est une liste que j'ai recréée suite à une présentation d'une dame qui fait de la recherche sur les maladies vectorielles aux États-Unis, où elle avait fait un listing des variables qui influencent la transmission en fonction de de l'acteur du cycle de transmission. Et puis, ça donnait ça, donc un paquet de variables à considérer à chaque fois qu'on se dit, bon, je vais étudier cette maladie. Mais grosso modo, je vous en ai déjà un petit peu parlé de chacune de ces variables. Et puis là, en dessous, c'est le cycle de transmission du virus West Nile. Euh, comme je vous le disais, le réservoir, c'est des oiseaux, en particulier le merle d'Amérique. Donc, quand on étudie les maladies transmises par les moustiques, évidemment, on essaye de simplifier les choses un petit peu, donc de recréer cette relation simplifiée entre A et B. Mais il faut savoir en réalité, en arrière, ben, il y a toutes ces tortillons de couleurs qui existent et ces liens. Euh, et il faut quand même, si on n'est pas capable de les représenter dans nos systèmes d'analyse, au moins en être conscient pour savoir s'ils vont jouer un rôle et qui vont influencer nos résultats ou pas. Donc là, j'arrive à la partie où je vais vous parler un peu d'exemples d'études sur ces maladies-là. Et donc, il y a trois exemples dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ils vont un petit peu en degré de complexité croissante, mais je vais essayer de rester clair et simple le plus possible. Donc la première étude, c'est une étude d'analyse de l'origine des repas sanguins chez les moustiques. Donc je l'ai placée ici euh, parce que ça, c'est un cycle épidémiologique de base, là, avec le vecteur, le réservoir et puis l'homme comme hôte accidentel. Donc cette étude 1, elle va s'intéresser à mieux caractériser le taux de contact entre les moustiques et le réservoir. L'étude 2, c'est une étude de cartographie des abondances de moustiques. Donc, elle va être plus à l'extérieur et va s'interroger à mieux caractériser donc, les variations spatio-temporelles d'abondance du vecteur. Et puis, la dernière étude, c'est une étude de modélisation mathématique où là, à l'aide d'équations mathématiques, on va essayer de représenter la transmission du virus à travers tous les systèmes de transmission qui existent, les populations de moustiques, les populations d'hôtes principaux, réservoirs et d'hôtes accidentels, pour mieux caractériser le risque final. Donc allons-y. Commençons par cette étude de repas sanguins. Donc grosso modo, ce qu'on a fait, c'est on a gardé les femelles gorgées qui étaient de Culex pipiens restuans. Donc je vous en ai déjà parlé de ce moustique. C'est le moustique vecteur numéro 1 du virus West Nile au Québec. Et puis, on le surveille depuis plusieurs années maintenant. Et puis, de temps en temps, avec les pièges qui nous permettent de les capturer pour détecter la présence du virus ou pas dans les moustiques capturés, de temps en temps, on capture une femelle gorgée. Donc, c'est un petit peu un artefact parce que si vous voulez, quand on capture des adultes de moustiques, on les attire avec du CO2 et on est censé attirer des moustiques qui sont en recherche d'un repas sanguin. Donc normalement, on ne capture pas de femelles gorgées qui ont déjà pris leur repas sanguin, mais bon, ça arrive de temps en temps. Et puis c'est vraiment une veine pour nous parce que ça nous permet d'aller étudier la présence, quel type d'ADN se retrouve dans ces repas-là. Et, euh, et là, en l'occurrence, sur 6 années de données, on a obtenu 263 femelles. Et on était très contents. Le problème, c'est que l'ADN s'était beaucoup dégradé dans les prélèvements. Euh, et puis, on n'a pas pu utiliser 260, on n'a pas obtenu 263 résultats au final, mais quand même, on arrive à des choses intéressantes. Donc, on a regardé si l'ADN provenait d'un mammifère ou d'un oiseau, et puis on a créé cette courbe. Donc, ça, c'est le pourcentage de repas sanguins. Ah oui, j'ai oublié de dire, ça, c'est la carte de localisation des pièges où les femelles ont été capturées. Et donc, vous retrouvez ici la silhouette de l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment des pièges qui sont placés sur l'île de Montréal et alentours proches. Donc, si je reviens à cette figure-là, ici, on a le temps en abscisse, puis en ordonnée, on a le pourcentage de repas pris chez les oiseaux. Et donc, si on fait une statistique moyenne, on se rend compte que plus l'été avance, euh, moins le moustique a tendance à prendre son repas chez les oiseaux.
Et puis ça, c'était pas une nouveauté, on s'attendait à trouver, on voulait se trouver ce résultat-là parce qu'il est observé ailleurs, mais grosso modo, ça nous dit que le moustique, il n'a pas une préférence en termes de alimentaire constante au cours de l'été, que ça peut changer. Ça peut changer parce que peut-être son hôte préférentiel n'est plus présent là où il vit, ou pour d'autres raisons qu'on connaît pas trop. Mais c'est assez concordant, cohérent plutôt, je dirais, avec le fait que les cas d'infection par le virus West Nile se retrouvent plus en fin d'été, chez les humains, je veux dire. Euh, en fait, juste ce changement de transition alimentaire chez le moustique pourrait expliquer le fait que les cas apparaissent à la fin de l'été, parce que en début d'été, le moustique, de toute façon, il pique pas les humains. Il pique essentiellement des oiseaux. Donc voilà, une petite étude pas trop compliquée à faire, mais qui quand même est très instructive en termes de transmission. Donc la deuxième étude que je voulais vous parler, c'est une étude un petit peu plus statistique, avec un volet statistique un petit peu plus poussé. Elle est basée à nouveau sur des données de surveillance au Québec des moustiques. Et puis là, on retrouve la silhouette de l'île de Montréal à l'intérieur de ces mini-cartes. Chacune de ces cartes, c'est le nombre de points de données qu'on a année après année entre 2003 et 2016. OK, c'est juste pour montrer que d'une année à l'autre, on n'a pas la même quantité de données. Mais c'est aussi pour vous situer la zone d'étude sur lesquelles les données ont été collectées. Donc, on a étudié plusieurs espèces de moustiques, cette fois-ci pas juste Culex pipiens restuans. On en a étudié trois autres, mais je vous ai montré ici juste les résultats pour Culex pipiens restuans et Ochlorotatus stimulans, qui est, comme je vous le rappelais plus tôt, un vecteur potentiel pour les virus du sérogroupe californien. Donc, on a fait un travail de modélisation statistique, un modèle multivarié qui permettait de prédire l'abondance du moustique à un certain jour de l'année en fonction de variables environnementales. Et quelles sont les variables environnementales qu'on a incorporées dans le modèle? On a incorporé deux grandes familles de variables environnementales, des variables météorologiques et des variables de couverture du sol. Pour les variables de couverture du sol, ben, on a pris la coordonnée du piège, qui est la petite croix au centre du cercle ici, et puis on a créé une zone buffer autour, et on a calculé la quantité de surface urbaine, de surface forestière, de surface agricole à l'intérieur de cette zone buffer, avec deux rayons possibles, un rayon de 50 mètres et un rayon de 1000 mètres, pour représenter éventuellement euh, les effets locaux, des effets plus régionaux. OK? Et puis, pour les variables météorologiques, on a aussi essayé de voir d'incorporer un certain effet de lac temporel dans notre modèle, c'est-à-dire on a étudié l'impact des conditions météorologiques le jour de la capture, mais aussi les moyennes de ces variables-là, 2 jours à 30 jours avant la capture, même jusqu'à 90 jours avant la capture, pour représenter un petit peu tout le cycle de vie du moustique qui dure quand même plusieurs semaines. Puis il est quand même assez logique de penser que ce qui s'est passé au cours du mois précédent la capture en termes de météo a eu un impact sur le nombre d'adultes qu'on capture au jour J. Donc voilà un peu comment on a construit nos modèles et on a donc incorporé un paquet de variables comme ça dans nos modèles, et celles qui sont sorties significatives sont celles qui sont colorées dans les deux figures que vous voyez là. Les variables grisées, ça veut dire qu'elles sont pas significatives, puis vous voyez, elles croisent l'axe 0 hein, sur le graphique. Donc les effets en bleu, c'est les effets négatifs, et en rouge, les effets positifs, si on peut appeler ça comme ça. Mais euh, je vais juste essayer de vous interpréter un effet pour que vous compreniez un petit peu plus comment est-ce qu'on lit ce genre de graphique-là. Je ne sais pas du tout si vous êtes familier avec ce genre de résultats-là ou pas. Non? OK. Donc, en fait, ça, c'est la série des variables qui sont conservées dans le modèle pour prédire l'abondance de Culex pipiens restuans. Et donc, on apprend que pour être assez précis pour prédire l'abondance de Culex pipiens restuans, il faut qu'on ait une valeur de la couverture forestière dans un rayon de 50 mètres autour de la zone de capture,
qu'il faut qu'on ait une mesure de la température sur le mois précédent la date de capture. Anomalie 30, c'est les anomalies positives par rapport à la température moyenne. Et 30, c'est pour 30 jours avant la date de capture. Et que cet effet-là, si j'incorpore dans ma lecture du résultat la couleur de l'effet, c'est que plus il a fait chaud le mois d'avant, plus il y aura de moustiques. C'est quand même assez logique, tant mieux, mais c'est comme ça que ça se lit. Par contre, là, on voit que le précipitation 2, donc les précipitations les 2 jours avant la date de capture, l'effet, il est bleu. Et donc, ça veut bien dire, s'il y a eu des précipitations violentes, ben, on capture moins de moustiques le jour J, etc. Donc, on peut lire comme ça chacune des variables, effet négatif, effet positif, puis effet local, effet régional. Et donc, ça nous permet de prédire. Et le clou quand même de l'histoire, c'est les cartes qu'on obtient au final, parce que ça nous permet de prédire l'abondance des moustiques à une plus grande échelle que juste à l'endroit où on a capturé le moustique. Donc, les petits points que vous voyez, c'est toutes les trappes un moustique. Et puis, on est capable d'élargir vraiment le degré de couverture de nos prédictions sur une région quand même intéressante. Et puis là, je vous fais défiler les cartes parce on calcule une abondance par jour. Donc ça, c'est un été. C'est l'été 2003 qui est représenté par le modèle. Et donc, vous voyez que au début de l'été, on a plus les cartes d'Oclérotatus stimulans qui sont rouges, puis on l'a passé, mais Culex pipiens rustulans, il est rouge plus tard dans la saison. Donc, ça va bien en accord avec le fait que Oclérotatus stimulans, c'est un moustique du printemps, et puis Culex pipiens rustulans, c'est un moustique plus du cœur de l'été. Donc, j'espère que vous avez un petit peu compris le principe général de comment construire une carte de risque et puis l'utilité de la carte de risque. Mais pour continuer, le dernier exemple, je vais essayer d'aller assez vite parce que je vois l'heure qu'il est. Et puis, je me demande même si je devrais approfondir trop pour laisser du temps un peu aux questions. Euh, donc, ce que je voulais dire, c'est que dans cette dernière étude, on essaye de modéliser la transmission grâce à des variables mathématiques. Donc là, c'est notre région d'étude, c'est un espace divisé en cellules de 2 km par 2 km. Et je vais tout de suite aller, c'est une région de l'Ontario, là vous voyez la ville d'Ottawa. Et je vais tout de suite passer à ça parce que c'est une façon très très commune d'étudier en épidémiologie les maladies infectieuses, c'est de diviser les populations en populations saines, exposées, infectées et infectieuses, et puis guéries ou mortes. Et puis pour gérer les liens entre ces individus qu'on a regroupés dans des boîtes, on crée des équations mathématiques. Là, je vous en ai juste mis une. C'est l'équation qui décrit la transmission de cette boîte-là à cette boîte-là. Ça, c'est les boîtes des oiseaux, ça, c'est les boîtes des moustiques et ça, c'est les boîtes des humains. Et donc, en ayant des paramètres dans chacune de ces équations mathématiques, on est capable de calculer chaque jour le nombre de, par exemple, humains infectés. Euh, voilà. Donc, j'ai fait vraiment ultra court pour être sûr d'avoir quand même quelques minutes pour les questions. Mais c'est juste pour vous donner cette méthode qui est quand même très, très couramment utilisée en épidémiologie. Donc, je vais m'arrêter là, si ça vous va, Lionel. Et puis, je vais Oui, bien prendre sûr. des questions. Oui, merci beaucoup, docteur Ludwig. C'est très, très intéressant. Mais on n'est pas pressé par le temps de notre côté. Dans le fond, je vais ouvrir la période de questions. Et puis, ben, dans le fond, tant que vous serez disponible, on va vous exploiter un petit peu. Euh, alors, je vais euh, peut-être qu'on pourrait sortir du mode, Ouais, c'est ce que j'essaie de mode faire et comment présentation. est-ce que je fais ça? Comment je fais ça? Moi, en général, moi, je fais escape. Escape. Ah oui, ça a marché, c'est bon. Voilà. Puis, ok, on va laisser la présentation. Si jamais j'ai besoin pour... ouais. Oui, oui. Euh, Parfait. Donc, est-ce que, il y a déjà des questions de prêtres dans l'assistance? Là, vous pouvez lever votre petite main ou les écrire dans le chat, comme je disais plus tôt. J'ai demandé à l'avance à mes étudiants. Oui, Antoine.
Moi, Si j'avais tu une es... petite question. Alors, je sais, peut-être vous en avez parlé à un moment, mais là, avec le réchauffement climatique, est-ce qu'on observe déjà, nous, depuis le début du 21e siècle, une vraie montée vers le nord de l'arrivée de nouveaux virus, transmission moustique humain, ou c'est pas encore observable pour le moment? En tout cas, moustique animal, en général, que ce soit le Ben, il y a cheval ou... plusieurs espèces invasives de moustiques qui montent du nord enfin, dans les dernières décennies. Donc ça, c'est un fait établi. Il y a les moustiques, il y a aussi les tiques, dont vous avez probablement entendu parler beaucoup. Ouais. Mais si on reste sur les moustiques, il y a le moustique tigre qui est Aedes albopictus et qui est désormais rendu au Canada aussi. C'est quand même le moustique tropical par excellence qui Ah ouais. transmet à peu près tout, donc qui est très, très dangereux d'un point de vue de santé publique, et donc qu'on trouve maintenant dans la région de Windsor et puis qu'on ne trouvait pas avant. Donc clairement, il y a ces changements d'aire de dispersion des moustiques très facilement observables. Pour ce qui est des prévalences des maladies, il y a aussi des prévalences augmentées, mais c'est un petit peu plus subtil, en tout cas du côté des moustiques. Pour la maladie de Lyme, c'est pas subtil du tout là, mais pour les moustiques, c'est un petit peu plus subtil parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation pour le virus de rebalancer son cycle quand Mm. il y a eu des perturbations en termes d'hôtes et puis de réservoirs. Donc, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va observer bientôt, étant donné que maintenant, on a déjà une mise en évidence d'augmentation des vecteurs en termes d'abondance et de zones de dispersion. Et donc, dans le futur, comment est-ce que la lutte contre ce type de transmission, elle peut s'effectuer? À travers simplement des vaccins ou à travers une lutte carrément contre l'espèce invasive? Mais Qu'est-ce qui... dans les zones où ça circule beaucoup, c'est tout le temps des approches multi-axes. Ok. Il y a la sensibilisation des populations humaines, je veux dire, aller dans les cours arrière des maisons, expliquer aux gens qu'il ne faut pas qu'ils laissent des petits contenants d'eau, gîtes Bien sûr. potentiels pour les moustiques, très important. Les vaccins, évidemment, ça joue un rôle, mais c'est loin d'être la panacée. Il y a un Ok. vaccin pour la dengue là, qui est en cours de développement, mais c'est pas parfait. Et puis, il y a les mesures de contrôle aussi. Il y a beaucoup de développement qui se fait à ce niveau-là. Donc, quand je dis mesures de contrôle, c'est détruire ou diminuer les populations de moustiques. Et puis Mhm. là, évidemment, il y a la moustique, il y a les méthodes de base qui ont été utilisées pendant des années, c'est-à-dire les insecticides. Mais il y D'accord. a toute la problématique de la résistance qui est apparue et qui est très, très, très prévalente maintenant. Donc maintenant, on essaye d'autres techniques comme les virus les Ouais. moustiques génétiquement modifiés ou les moustiques co-infectés par Wolbachia, dont je vous ai parlé, Mhm. les techniques d'insectes stériles. Enfin, il y a un paquet de méthodes qu'on peut combiner pour ça. Ok. Ouais, donc c'est vraiment une combinaison d'approches sur différents plans de l'épidémie slash de la maladie pour... Dans les zones où les maladies sont Oui, hyper prévalentes, par exemple bah, les zones tropicales, pour pas bien les sûr. nommer, oui, c'est vraiment une combinaison. Ok. Avec juste une méthode, ça Intéressant. marche pas. Ouais, bien sûr. Et même avec, imaginons un vaccin qui serait parfait, ce serait pas non plus la solution entre guillemets la plus avantageuse pour en termes de distribution comme en termes de résistance. Ben, ça dépend tout le temps de c'est quoi la prévalence exactement de la Ok. maladie. Est-ce que il faut que le vaccin il soit rentable? En même temps, diminuer les abondances de moustiques, c'est un intérêt aussi au niveau des nuisances. C'est un intérêt au niveau de santé publique, mais c'est aussi au niveau des nuisances pour que les gens continuent à aller dehors. Enfin, Oui. il y a les pour et les contre de chaque approche. Je connais pas d'endroit où il y a la vaccination et la panacée pour tout. Je pense qu'en Ok. santé publique, ça Ouais, d'accord. n'existe pas. C'est toujours, même on a vu pour la D'accord. Covid, hein, c'était un paquet Hmm. de mesures complémentaires en fait qui sont mis en œuvre en général. Mm. Ok. Ok, je comprends mieux. Merci. Merci. J'aurais une question connexe par rapport à Wolbachia. Quel est est-ce qu'on connaît le mécanisme par lequel l'infection de ces moustiques, ou plutôt, je pense, les larves de moustiques par Wolbachia, conduit à de la résistance du moustique face à des virus comme le virus de la dengue?
Je suis pas mal sûre que, il doit y avoir des hypothèses, mais moi, je les connais pas. C'est pas trop Oui, oui. Et ma thématique, là, donc je sais pas. Mm. pour revenir au virus du Nil occidental, donc vous avez dit au début qu'il a été introduit au Canada en 2002. Et ça, euh, on a pu le savoir parce que c'est là qu'on a eu les premiers cas humains. Et dans le fond, le corollaire de cette question, c'est est-ce qu'il est possible que le virus était déjà présent avant ça depuis un certain temps, mais tout simplement pas diagnostiqué? En fait, comment on a découvert la présence du virus West Nile, c'est chez des animaux. C'est pas chez les humains. C'était au Bronx, dans le zoo du Bronx. On a eu des mortalités bizarroïdes à New York, donc, en parallèle, les corneilles qui tombaient comme des mouches dans les environs du zoo. C'est tranquillement que l'hypothèse d'un virus exotique est apparue. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est quand même pas trop possible, étant donné la façon dont la population sauvage a réagi au virus quand il est arrivé. C'est clair qu'elle avait jamais été exposée, ou alors peut-être qu'il y a eu des introductions par le passé, et puis les circonstances ont fait qu'il n'y a pas eu d'amplification possible localement, et puis donc de propagation et d'épidémie au niveau continental. Mais c'est sûr que la majorité de la population sauvage animal n'avait jamais été exposé au virus avant. Vous l'avez dit aussi que pour le virus du Nil occidental et comme plusieurs autres flavivirus, parmi les personnes infectées, il y a une majorité de personnes, d'humains, là je parle des humains, d'humains qui n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes. D'un autre côté, on a, pour ce qui est des chiffres officiels du nombre de personnes infectées chaque année au Canada, euh, on a eu accès à un rapport détaillé de la SPC, justement, et certains des étudiants là, qui ont eu des chiffres qui venaient de ce rapport, puis on voyait il y avait en fait seulement dans ce rapport une minorité de personnes asymptomatiques. Donc, je, je, euh, mon interprétation de ça, intuitivement, ce serait qu'on sous-estime le nombre de cas réels du virus de l'île occidentale au Canada, justement parce que on se concentre sur les personnes qui ont des symptômes, parce que ce sont chez ces personnes que les analyses sont faites. Est-ce que j'ai en partie raison là-dessus? Oui, Puis oui, est-ce oui. qu'on a une idée du nombre de cas réels du virus de l'île occidentale au Canada? Est-ce que c'est possible que ce soit 5 fois plus que les chiffres officiels ou même davantage? Ben, ça doit, hein, parce que sur des études très locales, à partir duquel on déduit qu'il y a juste 20% des cas qui sont symptomatiques, on en a donc 5 fois plus qui sont asymptomatiques. Donc effectivement, un calcul rapide permettrait d'évaluer comme ça le nombre de cas réels, ouais, grosso modo à la louche, quoi, je veux dire. Mais vous avez tout à fait raison sur l'interprétation. Et souvent, les cas asymptomatiques qu'on trouve dans les rapports, c'est des cas qui ont été détectés à cause des dons de sang, quoi. Oui, Euh, mm. OK. On va prendre d'autres questions. S'il y en a, n'hésitez pas à lever la main, surtout les étudiants que j'avais prévenus de préparer des questions. C'est un bon exercice pour vous. Oui, Emma? Oui, en fait, moi j'avais une question pour le virus sérotype californien. S'il est autant prévalent, pourquoi on ne fait pas plus de surveillance? Puis comment on pourrait améliorer la surveillance par rapport à ça? Pourquoi on fait pas plus de surveillance? Parce que je pense que ça, a priori, on pense qu'il n'y a pas trop de conséquences en termes de santé publique et animale pour l'instant. Dans l'état actuel des choses avec l'équilibre qu'on a actuellement. Donc, et comment est-ce qu'on pourrait en faire? Euh, je dirais la force de ces maladies zoonotiques, vectorielles, c'est qu'il y a plein d'acteurs dans le cycle qu'on pourrait se dire qu'on va surveiller pour avoir une idée de ce qui est en train de se passer et comment le virus est transmis en ce moment. Donc, on pourrait envisager un système de surveillance des moustiques d'abord, mais il faudra aller collecter les moustiques
de ces virus-là, donc aller plus dans des zones forestières. Actuellement, les pièges sont plus posés dans les zones urbaines parce que c'est là qu'on trouve les vecteurs du virus West Nile. Et puis, ou alors on pourrait se dire qu'on va surveiller les mammifères, les petits mammifères sauvages ou les grands mammifères. Puis là, on pourrait envisager plein de systèmes de surveillance, mais reste que la surveillance des animaux de la faune, c'est une des surveillances les plus complexes à mettre en place. Et puis, ou alors on pourrait vraiment essayer de surveiller plus les cas humains en systématisant le test euh, pour ces virus-là lors d'un épisode d'encéphalite ou un épisode euh, d'affection nerveuse moins spécifique. Et donc, ça passe aussi par là. La plupart des praticiens testent en premier le virus West Nile parce que c'est le plus prévalent selon les chiffres. Et du coup, les virus du sérogroupe californien sont juste testés en deuxième intention la plupart du temps euh, lors d'affections neurologiques. Ce qui, si on essayait de changer un petit peu ces automatismes-là, je pense qu'on en trouverait plus aussi. C'est une façon de surveiller mieux aussi. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question parmi les étudiants? Dans ce cas-ci, j'ai encore une ou deux questions de mon côté. Vous avez dit au début que la malaria a déjà été présente au Canada. Mm. C'était dans quel contexte? Est-ce que c'était dans un contexte urbain? Est-ce qu'on Oui. sait pourquoi elle a disparu? Pourquoi elle a disparu? Et c'était quand, en C'est fait, ça. C'était au 19e siècle, c'était des travailleurs immigrants qui arrivaient dans la région d'Ottawa et qui Ok. venaient infecter avec le parasite. Et il se trouve qu'on a des vecteurs anopheles compétents au Canada pour la transmission. Donc il y a eu des petits foyers de transmission locaux, mais je pense que ça a pas résisté à l'hiver, quoi, grosso modo. Mm. D'accord, oui, parce qu'on a de toute façon plusieurs centaines, à ma connaissance, et j'espère que je ne me trompe pas, parce que c'est ce que j'enseigne à certains des étudiants, on a plusieurs centaines de cas importés par année au Canada de Mhm. personnes qui contractent la malaria dans les zones tropicales, mais à ma connaissance, il y a rarement, voire presque jamais de transmission locale. Donc, est-ce que vous pensez que c'est parce que les moustiques anophèles qui sont présents au Canada sont moins compétents de ceux qui sont présents dans des régions plus tropicales, ou est-ce qu'il n'y a tout simplement pas assez de moustiques anophèles C'est une super bonne question. On ne connaît pas la compétence de nos anophèles locaux pour la transmission de la malaria. Mais je pense que minimalement, c'est le fait qu'il n'y a pas tant de ça d'anophèles. Et puis maintenant, les patients qui ont la malaria, ils sont quand même traités assez rapidement et ils n'ont pas forcément le temps de réinfecter un anophèle, ce qui n'était pas forcément le cas au 19e siècle et ce qui expliquait ces foyers, ces petits foyers qui pouvaient avoir lieu, quoi. Mm. D'accord. Et j'ai remarqué que vos études se concentraient sur la région de Montréal, ce qui a du sens évidemment du point de vue épidémiologique, parce que c'est là que la population est la plus nombreuse, c'est là où l'impact serait le plus grand s'il y avait à un moment donné une éclosion majeure. Mais est-ce que on a des prédictions qui sont faites par la SPC à grandeur de la province québécoise? Est-ce qu'il y a des spécificités régionales? Exemple tout à fait au hasard. De notre côté, en Mauricie, est-ce qu'on peut s'attendre à voir augmenter certaines maladies infectieuses également, transmises par les moustiques? Alors, deux éléments de réponse. J'ai aussi un autre site d'études qui est plus proche d'Ottawa. Et puis là, on va capturer les moustiques dans les zones agricoles, forestières et tout. Puis c'est très, très intéressant d'observer ce qui se passe là parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment au niveau des virus du sérogroupe californien. Donc, considérant que c'est des zones écologiquement comparables à la Montérégie ou des choses comme ça, au niveau climatique, environnemental, on peut très bien imaginer qu'il se passe exactement la même chose en dehors de la grande île de Montréal au Québec. Et puis l'autre élément de réponse, c'était par rapport au foyer de Caïquin pour l'encéphalite équine de l'Est, il y a quelques années dans le coin de Trois-Rivières. J'imagine que vous en aviez entendu parler. Donc, il y a ce virus-là qui circule clairement
au nord du fleuve, quoi. Et c'est certain qu'il y a des virus du sérogroupe californien qui circulent aussi, sauf que on n'a pas de données. Mm. Ouais, donc j'imagine que l'ASPC ne procède pas, enfin, ou l'ASPC ou d'autres organisations ne procèdent pas à des études de surveillance à grandeur du pays en analysant vraiment toutes les régions de façon régulière et systématique. Ben, Quel- en fait, ouais. le mandat de la surveillance en santé publique est vraiment provincial. Donc, moi, je peux vous parler de ces études, par exemple, dans la grande région d'Ottawa, parce que c'est un projet de recherche. Et donc, on va échantillonner spécifiquement dans des régions où il y a pas beaucoup de monde. Mais d'un point de vue provincial, c'est sûr qu'ils essayent d'optimiser leur programme et de faire au mieux avec les ressources qu'ils ont. Donc, ils ciblent les endroits où il y a de la population humaine, quoi. Le Mm. plus, ce qui explique le design, la localisation des pièges que je vous ai montrés. Mais ils sont en train de revoir ça, considérant la diversité croissante des maladies à surveiller pour essayer d'être un petit peu plus sensible pour toutes ces autres maladies qu'on sait qui existent, mais qui sont actuellement pas capturées par le système de surveillance tel qu'il est et qui est centré sur les centres urbains, quoi. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions parmi les étudiants? Oui, ou parmi les collègues également. Maria Grazia, docteur Martinoli. Non, mais écoutez, moi, je suis vraiment pas dans votre domaine, mais je trouve la conférence très intéressante, donc j'ai participé. J'ai seulement une curiosité. Savez-vous c'est quoi le degré de pénétrance de ces zoonoses, de ces virus chez nos animaux de compagnie, comme par exemple chez nos chiens qui sont en contact ben, avec, ils vivent dans la nature, qui viennent avec nous en forêt, etc. Eh ben, on connaît pas grand-chose, mais c'est sûr qu'ils peuvent être infectés. Là, j'ai un collègue qui, il y a quelques années, a fait une étude de séroprévalence pour les virus dont je vous ai parlé, donc les trois familles de virus dont je vous ai parlé, et il a eu des niveaux de séroprévalence entre 5 et 15%, je crois. Donc, chez les chiens, je sais pas si Oui, je l'avais oui, bien oui. dit, les chiens de compagnie, quoi. Donc, oui, c'est sûr qu'ils sont exposés au même titre que nous. Merci. Alors, j'avais Emma qui avait levé la main et ensuite Madame Derciot. Alors, Emma? Oui, moi je me demandais pourquoi dans ce cas-ci, la transmission et l'amplification chez ces moustiques-là, l'hôte humain est seulement accidentel comparé à la malaria que l'humain est un réservoir en fait. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas spécifiquement. C'est une histoire d'équilibre entre... c'est au niveau de la charge virale que le virus est capable de... Enfin, c'est pas le virus qui développe la charge virale, c'est l'organisme, c'est l'être humain, mais je pense que c'est lié au fait que le virus n'est pas capable de se multiplier assez et puis de se rendre après multiplication à nouveau dans les capillaires sanguins pour être réinfectant pour un autre virus. Dans l'être humain, tout ça, ça se passe pas de façon optimale et adéquate dans un corps d'être humain versus un oiseau. Et c'est ce qui fait que c'est un hôte accidentel. Est-ce que ça t'aide Oui, à ça va, comprendre? merci. Ouais. Et est-ce que j'ai oublié ton prénom, je m'excuse, Mademoiselle Dercion. C'est Monsieur Dersion, mais c'est Oh, pas Monsieur grave. Dercion, pardon. Excuse. Non, c'est pas grave. Oui, j'avais deux questions. Alors, la première, c'est une question de curiosité. J'aurais aimé savoir combien de temps faut-il pour le virus, par exemple le West Nile, de pouvoir s'amplifier dans le moustique. Combien de temps lui faut-il pour qu'il puisse suffisamment être amplifié afin qu'il puisse devenir contagieux, qu'il puisse se transmettre par Mhm. zoonose aux, euh, aux hommes? Ben ça dépend, hein. Comme je parlais de la chaleur qui influence beaucoup, beaucoup cette durée-là, là, qu'on appelle la période d'incubation extrinsèque. Et ça va de 5 à 10 jours, grosso modo, là, en fonction du contexte climatique. D'accord. Et j'avais une deuxième question. Alors, vous aviez dit que ben, quand le virus passe dans le moustique, il occupe pas l'espace tout seul. Il y a aussi il peut y avoir d'autres virus, et d'autres bactéries dans son organisme qui peuvent influencer sa réplication virale.
et que vous aviez dit, vous me corrigez si je ne me trompe pas, et Mhm. que vous aviez dit que les chercheurs aussi traitent peuvent traiter les moustiques avec des bactéries pour pouvoir diminuer cette réplication virale. Et j'avais vu aussi dans l'une de vos diapos que ça pouvait aussi se faire avec d'autres virus. Mais cela soulève ma question, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait des croisements entre, comme il y a des particules virales différentes, est-ce qu'il n'y a pas le risque de croisement entre leur patrimoine génétique et que ça peut générer d'autres virions plus virulents, plus résistants? Oui, c'est une bonne question. Je suis vraiment pas ma spécialité. Par contre, mais je sais que, par exemple, pour la dengue, où il y a plusieurs sérotypes et qu'il peut y avoir co-infection de plusieurs sérotypes chez un moustique de dengue, ça peut arriver. Est-ce que je dis qu'il y a, c'est la co-infection qui peut arriver. Est-ce qu'il y a des partages de matériel génétique? Je ne sais pas à quel point c'est le genre de virus qui échange du matériel génétique facilement ou pas, comparativement au virus influenza, par exemple. Non, je ne peux pas aller plus loin dans ma réponse, malheureusement, mais c'est clair que c'est des questions intéressantes. Et Si, en fait, je peux amener un tout petit élément de réponse supplémentaire. Si on parle d'échange de fragments génétiques entre deux souches de virus de la même espèce, ça, c'est relativement, c'est possible pour la plupart là, des sortes de virus. Si on parle d'échange de fragments génétiques entre, par exemple, deux flavivirus différents, exemple dengue et virus du Nil occidental, ce serait beaucoup plus difficile. ok. Voilà. Et Euh, j'ai une pardon, troisième oui, question, vas-y. excusez-moi. Je Oui, suis oui. vraiment désolé. Il y a une troisième Non, non, question non. qui peut venir à l'esprit, puisque comme vous avez parlé de la dengue, et ça me parle beaucoup parce que je viens de la Martinique, et il y a eu la grosse épidémie de dengue, du chikungunya. Et, mais par contre, le développement des vaccins contre ces virus-là, malheureusement, on en a on en a peu, voire même presque pas du tout parlé en Martinique, mais on a beaucoup plus mis l'accent sur sur des campagnes de sensibilisation à la télé, comme par exemple éviter d'avoir des bassins d'eau stagnantes derrière nos maisons, de toujours vérifier si nos gouttières ne sont pas remplies d'eau, ne sont pas bouchées. Donc voilà ma question. Qu'est-ce qui est au final plus efficace pour pouvoir prévenir les contaminations par rapport au virus? Est-ce que ce sont les campagnes de sensibilisation ou le développement de vaccins? Sur quel terrain devons-nous le plus jouer? Mais je pense que c'est vraiment contexte dépendant, population dépendant, environnement dépendant, toutes ces réponses-là. Il n'y a pas une réponse parfaite pour tous les cas de figure. Et comme c'est ce que je répondais je pense que c'est Emma qui posait la question tantôt, c'est vraiment multifactoriel les programmes de lutte. C'est-à-dire qu'un vaccin, d'abord un vaccin, ça a un coût, ça a potentiellement des effets secondaires. C'est pas forcément la panacée. Donc on va l'utiliser quand même parcimonieusement sur les populations les plus vulnérables. Les populations les moins vulnérables, on va, euh, on va renforcer beaucoup les messages de prévention, éviter les zones d'exposition, se protéger le corps avec des vêtements longs ou utiliser des insectifuges, etc., etc. Donc, il n'y a pas de réponse unique, parfaite, qui est adaptée à chaque pays, à chaque région, à chaque maladie virale. Tu vois, tu comprends la nuance que je veux apporter? Oui, je Donc, comprends. c'est pour ça que l'histoire d'éviter l'existence de gîtes dans la cour arrière, c'est de toute façon quelque chose qui va être tout le temps efficace et qui va permettre de réduire au moins, je sais pas, de 20% le risque. Donc, en santé publique, on cherche vraiment souvent à cumuler les effets plutôt que d'essayer de mettre beaucoup d'efforts sur une seule mesure unique pour prévenir la maladie. Merci beaucoup. J'avais une question qui était un petit peu liée à ça. Plusieurs de ces virus qui sont transmis par les moustiques sont des flavivirus. Donc, vous avez parlé un petit peu du virus de la dengue, qui est
peut-être la première infection mondiale transmise, virale transmise par le moustique en termes de prévalence. Donc le virus du Nil occidental fait partie de la même famille et il n'y a pas présentement, il n'y a pas de médicaments antiviraux qui sont disponibles pour toute cette famille de virus. Il y a deux vaccins imparfaits, là, comme vous disiez, pour dengue, mais on n'a vraiment pas beaucoup, pas grand-chose en termes d'armement pour notre défense. Euh, Est-ce que maintenant que le virus du Nil occidental s'est installé durablement dans nos régions et dans nos pays développés, est-ce que vous sentez que il y a plus d'efforts et plus d'investissements qui commencent à être mis dans la recherche d'antiviraux et de vaccins contre les flavivirus? Est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige vers enfin des médicaments disponibles pour cette classe de virus? Mais c'est pas trop mon domaine, mais je pense pas, non. Je pense que Non. les niveaux de prévalence sont encore trop bas pour susciter de l'intérêt réel. Je pense il y a d'autres priorités en santé publique bien plus urgentes actuellement que ça. Donc, je pense pas. On peut le regretter parce que au niveau mondial, c'est tout de même Oui, c'est ça. Quand il y aura de la dingue chez nous, la question sera certainement différente, ouais, mais pour l'instant, ça me surprendrait. Mm. ouais. Alors, est-ce qu'il y a une toute dernière question? S'il y a quelqu'un de timide qui n'avait pas osé jusque maintenant, c'est maintenant votre dernière chance. Non, dans ce cas-ci, ben, écoutez, je sais que tout le monde se joint à moi pour vous remercier grandement pour cette conférence très intéressante. Et Merci, avec plaisir. Merci on, beaucoup. C'est très on intéressant. va- on se, on a certainement appris beaucoup, puis on voit il y a beaucoup de travail à faire encore en termes de surveillance et de développement de solutions. Donc, merci à tous ceux qui étaient présents dans cette journée, évidemment, un peu spéciale pour tout le monde au Québec. Euh, et puis, ben, je souhaite une bonne soirée et un bon restant de semaine à tout le monde. Merci Merci. Au revoir. beaucoup. Et au revoir. Merci, au Merci, Merci. bonne revoir. soirée. Merci pour votre temps. Merci. Merci beaucoup.